Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, auditeurs et internautes, bonjour, puisque vous nous suivez en ce moment en direct sur Golf TV Africa, sur Golf TV Bénin et sur la 105.7, la radio magique, et surtout sur notre page YouTube Golf Média, Golf avec E, Média avec S, sur YouTube pour être plus précis. Comme vous le savez, bienvenue à tous à ce rendez-vous dominical. Cette tribune dédiée à la part de vérité de chaque Béninois, en tout cas toute obédience confondue. Nous sommes déjà installés ce matin. On en parle encore, législative du 8 janvier 2023, presque un mois plus tard. Quelle analyse, enseignement et perspective se dégagent des réflexions de l'Union progressiste, le Renouveau. Et oui, c'est le parti qui se fait représenter sur ce plateau ce matin par Jacques-Richard Kodjo. Il est docteur en droit public, il est membre du parti Union progressiste, le Renouveau. Jacques-Richard Kodjo, bonjour. Bonjour Aristide. Bienvenue sur ce plateau, merci surtout pour votre disponibilité affichée. D'entrée, je me dois de vous faire la question, de savoir quelles sont vos impressions. Ça n'a rien de politique, naturellement. Dimanche 5 février 2023, ça fait une semaine jour pour jour que le Bénin a été frappé par un accident effroyable à Dassazomé. Vous êtes un acteur politique, vous avez certainement aussi été frappé par cette triste nouvelle. Quelles sont vos impressions d'entrée? Aristide, je voudrais vous exprimer ma profonde reconnaissance d'avoir introduit cette émission par cette situation que nous vivons. Merci Aristide, merci pour votre sollicitude. Je voudrais, à l'entame de cette émission, rendre un hommage mérité à tous nos compatriotes qui ont été victimes de tous les accidents d'ailleurs de ce 29 janvier. Il y avait plusieurs autres accidents, mais l'accident de Dassa a été d'autant plus saisissant que nous avons vu nos compatriotes périr dans le feu. Je pense que certains sont encore sous le choc, dont moi-même, Aristide, parce que dans cet accident, j'ai perdu deux amis très chers, un couple d'ailleurs, et d'ailleurs le jumeau de celui qui est décédé est là, il tient le coup, Bachir. Je voudrais en profiter pour le saluer. Mais je voudrais dire ma grande reconnaissance au président de la République, le président Patrice Talon, et à tous les ministres du gouvernement, avec en tête le ministre de la Santé, qui ont donné une réponse prompte à cette situation. Et le résumé du Conseil des ministres du mercredi dernier montre que le gouvernement est aux côtés de nos populations. Je voudrais saluer toutes les familles des victimes. Je voudrais leur dire que Dieu leur accorde la paix et la tranquillité. Mais enfin, Aristide, que dire de nos compatriotes qui sont encore en train de souffrir? Certains ont été brûlés à 70% de leur corps, à 60% de leur corps, et qui sont encore dans la souffrance. Aristide, merci d'avoir une pensée pour nos compatriotes qui sont encore là. Et nous allons prier, unir nos intentions pour qu'ils puissent passer cette épreuve et revenir parmi nous sains et saufs. J'en ai la conviction, Dieu est capable de le faire. Je vous remercie, Aristide. Je ne saurais engager véritablement les 90 minutes de cette émission sans vous faire la question de savoir, après avoir fait des prières, est-ce qu'il y a des responsabilités quelconques qui incombent aux acteurs politiques ou aux partis politiques auxquels vous appartenez, Jacques-Richard Kodjo? Merci infiniment. La responsabilité est collective, Aristide. Je suis travailleur au ministère de la Justice et de la Législation.
Le procureur de la République s'est saisi de la question et les responsabilités pénales vont être situées, je n'en ai pas de doute. Mais en tant qu'acteur politique, c'est une grande responsabilité. Et c'est là que je voudrais saluer la sagacité du président de l'Union progressiste Le Renouveau, le professeur Joseph Fifame Djogbenou, qui avait déjà prévu une rencontre avec les élus de l'Union progressiste Le Renouveau. Et lorsque cet accident est intervenu, il en a fait une préoccupation de choix avec les élus de l'Union progressiste Le Renouveau. Et les élus, avec le président Djogbenou, ont pris l'engagement de jouer leur partition, une partition qui se traduit déjà à l'entame de la prochaine législature, du vote du code de la route. Vous savez, notre pays n'a pas encore vraiment son propre code. C'est une ordonnance de 1965 qui court jusqu'à aujourd'hui. Et donc, il faut que nous puissions fixer des règles claires et savoir où nous allons. Seulement que, je voudrais préciser, Aristide, que ces questions ne sont pas des questions qu'on règle en vase clos. Le monde n'est plus un monde où nous vivons en vase clos. Nous vivons dans une communauté. Et donc, les questions de transport, les questions de déplacement des biens et des personnes ne sont plus des questions qui relèvent uniquement des États. C'est aujourd'hui de plus en plus des questions qui relèvent de la communauté. Parce que, imaginez-vous que le Bénin prenne des règles drastiques en matière de transport des biens et des personnes et qu'un Burkinabé qui ne connaît pas ces règles veuille traverser le Bénin. Ça risque de poser des problèmes. Donc, désormais, c'est des règles qui sont réglées et c'est des choses qui sont réglées au niveau communautaire. Je pense que notre pays prendra langue avec les autres États qui nous entourent pour que nous puissions garantir la sécurité des biens et des personnes sur nos routes. Je voudrais rappeler à nos téléspectateurs, nos auditeurs et les internautes que c'est soit 60 ou 90 minutes le format de cette émission. Tout dépend justement de la teneur du sujet dont on fait débat sur le plateau. Eh bien, aujourd'hui, 90 bonnes minutes pour scruter les réflexions du Parti Union progressiste Le Renouveau au sujet du scrutin du 8 janvier 2023. Et pour démarrer convenablement, nous allons amorcer avec vous, docteur Jacques-Richard Kodjo. D'entrée, quelles sont vos appréciations sur le déroulement du scrutin à partir déjà de la campagne électorale? Merci infiniment, Aristide. Je voudrais exprimer la reconnaissance de tout notre parti, l'Union progressiste Le Renouveau, à la chaîne de télévision et à la chaîne de médias, Golf Média. Et nous voudrions exprimer notre gratitude de nous avoir identifiés pour venir partager avec le peuple béninois notre appréciation des élections. Il faut dire que nous ne serions pas complets si nous n'adressions pas une reconnaissance aux institutions qui ont permis que ces élections se déroulent dans de très bonnes conditions. La première institution, c'est le président de la République qui a mis les petits plats dans les grands pour que cette élection tienne. Et avec lui, tout son gouvernement, vous savez que les questions d'élection sont des questions hautement financières et il n'est pas exagéré de faire un clin d'œil aux membres du gouvernement, au ministre d'État chargé de l'économie et des finances. C'est des questions de sécurité au ministre de l'Intérieur et quand on parle de sécurité, on pense également au garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation. Je voudrais rendre un hommage à toutes ces personnalités qui n'ont ménagé aucun effort pour que ces élections aient lieu. Alors, comment oublier la Commission électorale nationale autonome? Aristide, il est de notoriété publique que la Commission électorale nationale autonome a quelques difficultés en son sein. Malgré ces difficultés, vous vous souviendrez que 3 mois avant les élections, par exemple, entre autres difficultés, la personne responsable des marchés publics de la Commission électorale nationale autonome a été suspendue.
par l'autorité de régulation des marchés publics. Alors, quand on est en pleine préparation d'une élection et qu'une personne, comme la personne responsable des marchés publics, saute, tout le monde avait des craintes. Mais je pense qu'avec le leadership du président Sakalaffia, ces problèmes ont été réglés. Et je voudrais saluer également le DGE. Le DGE qui, aujourd'hui, la Sénat travaille en deux branches. Il y a le Conseil électoral et il y a la Direction générale des élections. Le travail n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Je voudrais saluer ces deux personnalités, le DGE et le président de la Sénat, qui, en personnes responsables, ont trouvé les moyens de mettre la Sénat au point sans que le grand public soit informé de toutes les difficultés qui sont à l'interne. Comment oublier, Aristide, la Cour constitutionnelle de notre pays? Une fois, la Cour nous a montré qu'elle était là, effectivement, pour réguler le fonctionnement des institutions de notre pays. Je voudrais saluer le génie du président Amouda et de tous les sages, et sans qui les démocrates n'auraient pas pu participer aux élections. Je voudrais les remercier profondément parce qu'ils nous ont permis de vivre la joie de la démocratie, de vivre la joie d'une campagne électorale pluraliste. Ils nous ont permis de vivre ce que nous appelons élection en démocratie. Donc, je voudrais saluer tous les sages de la Cour et saluer toutes les personnes qui se sont impliquées dans l'organisation de ces élections. Alors, mon impression sur ces élections, c'est que c'est des élections qui ont été très bien organisées par toutes les structures et dont la participation a été plus ou moins bonne. Nous y reviendrons, si vous permettez. Mais je voudrais faire remarquer que la campagne électorale s'est déroulée dans une ambiance bon enfant. Alors, nous craignons que sur le terrain, il y ait des affrontements. Il n'y en a pas eu. Je pense que cette campagne électorale, alors, si vous voulez, la configuration politique de notre pays était telle que la campagne électorale a été plutôt rude entre les partis de la mouvance. Et ça a été beaucoup plus rude entre les partis de la mouvance, le Bloc républicain et l'Union progressiste, le Renouveau, notre parti. Et c'est pas vraiment, les coups les plus durs ne sont pas venus des démocrates, comme on aurait pu le penser. Et donc, je pense que la campagne électorale s'est déroulée dans une très bonne ambiance. Il y a évidemment quelques dérapages, quelques propos déplacés et quelques attitudes inconvenantes. Je pense que tout cela est inhérent à la vie humaine et à l'expression de la démocratie. Je pense que la campagne électorale s'est bien déroulée. Et alors, si vous permettez, nous allons tirer les leçons au fur et à mesure. Tout à fait, tout à fait. Docteur Richard Jacques Kodjo, dans la vue sporadique que vous jetiez sur le déroulement du scrutin, vous avez fait remarquer quand même un travail formidable que la Cour constitutionnelle a abattu en donnant raison au recours, si vous voulez, du Parti des démocrates. Alors, si les campagnes électorales ont pu être des campagnes sans affrontement, sans heurte, comme vous vous enregistriez il y a quelques instants, est-ce que ce n'est peut-être pas dû au fait que ça ne s'est pas passé qu'entre les partis de la mouvance? Alors, merci Aristide. Moi, je pense que très peu de gens se réjouissent dans notre pays du fait que les élections se déroulent qu'entre les partis de la mouvance. Je pense que très peu de gens en sont vraiment contents. L'idée, c'était que, enfin, faisons un peu l'historique et nous comprendrons bien ce qui s'est passé. L'historique, c'est que il y a eu des réformes. Il y a eu des réformes sur le système partisan, il y a eu des réformes sur l'organisation des élections, un nouveau code électoral, la charte des partis politiques. Et on a demandé aux partis politiques de se mettre en règle.
certains partis politiques ont refusé de se mettre en règle. Après, il y a eu la création de nouveaux partis politiques. Mais si certains partis n'avaient pas été autorisés à prendre part aux élections précédentes, c'était simplement parce que ces partis ne voulaient pas se conformer aux règles, au code électoral et aux exigences qui étaient dans la loi et qui n'étaient pas insurmontables. Donc, on vous dira que c'était taillé sur mesure pour les écarter, n'est-ce pas? Oui, c'est ce qu'on dit, mais je pense que c'est trop facile parce que les règles qui ont été fixées, tous les Béninois auraient pu les respecter. Ça a failli peut-être être le cas avec le Parti Les Démocrates qui, de justesse, a été repêché par la Cour constitutionnelle. Mais je vous fais remarquer que aujourd'hui, ces mêmes règles, parce que les règles n'ont pas changé, hein, de 2019 à aujourd'hui, les règles n'ont pas vraiment changé. Mais ces mêmes partis... Qu'est-ce qui a changé concrètement? Mais c'est l'attitude des partis qui ont décidé de se conformer aux règles, point. Parce qu'après, avant, ils ne voulaient pas. C'est pour ça qu'ils ne se conformaient pas. Mais il faut le faire remarquer aussi qu'ils se sont indignés sérieusement contre le dispositif, même à la veille des élections du 8 janvier 2023, puisqu'ils ont failli justement être écartés par un certain nombre de dispositifs et qu'ils ont quand même pu porter devant la Cour constitutionnelle. Est-ce qu'on devrait en arriver forcément là? Et laquelle décision a été surprenante à plus d'un, la décision de la Cour constitutionnelle, pour être plus précis. Est-ce qu'on devrait forcément en arriver là avant de pouvoir participer aux élections? Merci Aristide. Mais je voudrais que lorsque nous parlons de ces choses, que nous puissions clarifier les situations. Parce qu'en fait, on dit tout et n'importe quoi. Je voudrais... derrière, moi j'ai un profil de juriste. Et donc, les tests et l'application des tests, j'y suis hautement sensible. Je vais essayer de revoir la situation. Quand vous dites que la Cour constitutionnelle a donné raison aux démocrates pour qu'ils aillent aux élections, ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Ce qui s'est passé, c'est que le code électoral a dit que lorsque vous avez une liste, vous avez déposé votre première liste de candidats à la Sénat, vous n'avez plus le droit de modifier cette liste-là. La Sénat vous fait des observations sur les pièces manquantes que vous allez compléter. Si jamais, en complétant, il y a une pièce qui manque pour un seul candidat, toute la liste est invalidée. C'est ce que le code a dit. Qu'est-ce qui s'est passé? Tous les partis sont allés déposer leur liste et ont reçu les observations de la Sénat. Je vous fais remarquer que notre parti, l'Union progressiste, le Renouveau, a reçu plusieurs observations. Et donc, les partis devaient se mettre en règle et retourner les pièces manquantes à leur dossier sans modifier les noms des candidats. En allant déposer cette liste, le parti Les Démocrates a modifié les noms. Le parti Les Démocrates a modifié les noms. En répondant aux observations de la Sénat, ils ont changé des noms sur la liste, ce qui n'est pas permis par le code électoral. Ce qui n'est pas permis par le code électoral. Ils ont changé de nom. C'est vrai qu'on ne va pas... Au moment où ils déposaient, ils ont changé les noms. Maintenant, ils attendaient les quitus fiscaux pour pouvoir régler définitivement la question, et certains d'entre eux n'ont pas eu les quitus fiscaux. Et la Cour a été saisie du fait de non-obtention du quitus fiscal qui serait de la responsabilité de l'administration fiscale. Et donc, ils ont dit à la Cour que s'ils n'ont pas pu obtenir le quitus fiscal, c'est la faute de l'administration fiscale parce que l'administration fiscale avait le devoir de leur répondre dans un délai donné afin de les situer. Ce que l'administration fiscale n'a pas fait. C'est pour ça qu'ils sont allés devant la Cour constitutionnelle. Alors, devant la Cour constitutionnelle, voyant que l'attitude du parti allait entraîner l'invalidation de sa liste, même si tous les candidats, les nouveaux candidats sur la liste recevaient tous le quitus, la liste risquait d'être invalidée. Et c'est là le rôle de la Cour constitutionnelle, c'est là le génie de la Cour constitutionnelle qui, voyant le danger de cette élection
où on n'aurait pas les démocrates, la Cour, dans sa décision, si vous voulez, nous allons relire la décision de la Cour n'a plus répondu exactement sur les quitus fiscaux, mais la Cour a demandé à la Sénat de tenir compte de la nouvelle liste du Parti Les Démocrates. Résultat, seul le Parti Les Démocrates a eu l'opportunité de modifier sa liste. Je peux vous confier que... Mais puisque les 4 personnes dont il s'agit n'ont pas pu obtenir le quitus fiscal, vous disiez que le quitus fiscal est délivré par une administration, laquelle administration est liée d'une manière ou d'une autre au fonctionnement, en tout cas, que nous savons. Est-ce que dans ce contexte-là, ils ne sont pas en droit d'indexer une machination politique pour pouvoir les écarter? Tout compte fait, on ne va pas véritablement s'attarder là-dessus. L'Union progressiste, le renouveau, comme vous le disiez si bien, vous autres, vous n'avez quand même pas pu rencontrer beaucoup de difficultés jusqu'à en aller à la Cour constitutionnelle. Comment ça s'est passé dans les préparatifs? Merci Aristide. Je voudrais, en réponse à cette question, saluer le travail des pionniers de l'Union progressiste Le Renouveau. Évidemment, quand on parle des pionniers de l'Union progressiste Le Renouveau, je vais certainement en oublier, mais de mémoire, je pense au président Amoussou Bruno, franchement, pour qui j'ai le plus grand respect. Et je pense à toute l'équipe qui l'entourait, les anciens présidents de l'Assemblée, le président Iji Kolaole, le président Nago, et je pense également au président Zizinokwe, et tout ce groupe qui a installé l'Union progressiste Le Renouveau. Nous allons revenir là-dessus tout à l'heure. Notre parti n'est pas encore très bien implanté à la base, mais nous avons une administration qui marche, Aristide. L'Union progressiste Le Renouveau a une administration qui marche. Et à la tête de cette administration, nous avons Madame Christelle Rondongo Alioza, qui dirige cette administration de la façon la plus belle possible. L'Union progressiste, aujourd'hui, ayant une administration qui marche, ne fait plus les choses au hasard. Devant participer à une élection, l'administration sait ce qu'elle a à faire, les dispositions à prendre, le matériel à dérouler. Et ça fait que nous avons reçu la liste des candidatures. Cela a été traité. Nous avons essayé de rassembler les dossiers. Les dossiers ont été traités. Nous avions une trentaine de dossiers qui nous manquaient quand nous sommes allés déposer. Mais notre administration, l'administration de notre parti, l'Union progressiste Le Renouveau, est une administration formidable, à qui nous décernons franchement un satisfecit, parce que c'est grâce à cette administration que les choses se sont passées sans encombre à l'Union progressiste Le Renouveau. Il faut le dire, parce que quand les gens travaillent et les gens font leur travail, il faut le reconnaître et il faut le reconnaître publiquement. Nous avons une administration qui marche. C'est pour ça que nous n'avons pas eu de difficultés à déposer nos dossiers et à passer le cap de la candidature. Oui, quand on finit de passer le cap de dépôt de dossier, en tout cas le processus qui a abouti à la désignation quand même, au tri qui a été fait sur les partis éligibles pour participer au scrutin du 8 janvier. Et quand on finit d'apprécier la campagne électorale qui, selon vous, docteur Jacques-Richard Kodjo, était une campagne qui s'est déroulée en toute convivialité, on va cette fois-ci nous intéresser au déroulement du scrutin même. Alors, quand vous observez le déroulement du scrutin du 8 janvier, qu'est-ce que vous retenez? Merci. Et Aristide, je pense que globalement, le scrutin s'est déroulé de la meilleure des façons. Alors, quand on parle du déroulement du scrutin, je voudrais évoquer deux ou trois grandes étapes. La première étape, c'est le dispositif mis en place par la Sénat. Et dans ce dispositif, nous avons le rôle des agents électoraux. Je voudrais dire une fois encore que le dispositif était très bien huilé et les agents électoraux étaient formés et les agents électoraux étaient à leur place. Chacun savait ce qu'il devait faire et globalement, cette partie
a joué son rôle de la plus belle manière. Ensuite, quand on parle du déroulement du scrutin, on parle également des heures d'ouverture et des heures de clôture. Globalement, tout cela a été respecté. Et enfin, quand on parle du déroulement du scrutin, on parle des électeurs qui se sont déplacés pour aller voter. Je pense que les électeurs se sont déplacés pour aller voter et les observateurs, tous ceux qui nous ont regardé faire, ont trouvé que les élections se sont déroulées de la bonne façon. Maintenant, peut-être que quand on parle du déroulement du scrutin, on pourrait évoquer le taux de participation. Alors oui, docteur Richard Jacques Kodjo, avant d'évoquer le taux de participation, on peut quand même s'intéresser aux agents électoraux. La Cour constitutionnelle, lors de la proclamation définitive des résultats, a fait remarquer qu'il y a eu quand même des ratés qui sont liés à l'exercice des tâches attribuées aux agents électoraux, à partir par exemple des procès-verbaux mal remplis, non-délivrance ou les mauvais calculs, les mauvais remplissages, et les mêmes personnes qui se retrouveraient à signer plusieurs procès-verbaux à la fois. Vous, en tant que membre du Parti non progressiste, le Renouveau, sur le terrain, qu'aviez-vous fait en son temps pour faire éviter ces genres d'erreurs-là? Merci. Je voudrais dire à vous, Aristide, et à tous ceux qui nous écoutent, je voudrais juste qu'on fasse un exercice de proportion. Faisons juste un exercice de proportion. Les agents électoraux, principalement, commencent par les points focaux communaux. Donc, la Sénat a recruté 77 points focaux communaux. À ces 77 points focaux communaux, il a été fait une formation sur tout le processus. Ces 77 points focaux communaux, alors, à 77, on se dit c'est gérable. C'est gérable parce que, 77, c'est pas énorme. Quand on quitte les points focaux, nous tombons sur ce que la Sénat appelle les coordonnateurs d'arrondissement. Il y a un coordonnateur par arrondissement. Nous avons 546 arrondissements dans notre pays. Donc, ça fait 546 coordonnateurs d'arrondissement. 546 coordonnateurs d'arrondissement qu'il faut également former à tout le processus. Le remplissage, et comment utiliser telle fiche, comment faire ceci ou cela, qu'il faut former. Il faut former tout ce beau monde. Donc, il faut former 77 points focaux communaux. Ajouter à 77, il faut ajouter les 546 coordonnateurs d'arrondissement. Tout ce beau monde doit être formé à tout le processus. Je voudrais vous faire remarquer que tout à l'heure, j'ai dit que la personne responsable des marchés publics de la Sénat a été suspendue au cours du processus. Résultat, les agents électoraux n'ont pas tous eu à leur disposition les spécimens de tous les documents. Ce qui, en fait, avant, dans les élections précédentes, la Sénat mettait à disposition des spécimens de tous les documents électoraux. Et donc, les agents électoraux s'entraînaient à les remplir. Cette fois-ci, il n'y en avait pas de disponibles du fait des problèmes liés à la commande, certainement. Je n'en sais pas vraiment grand-chose, mais je constate que les agents électoraux n'ont pas eu ça. À côté des coordonnateurs d'arrondissement, nous avons ceux qu'on appelle les assistants coordonnateurs d'arrondissement. Alors, le coordonnateur d'arrondissement qui a eu le moins d'assistants, c'était 3. Donc, il faut faire 546 fois 3 au moins pour avoir le nombre des assistants coordonnateurs d'arrondissement. Et je sais qu'il y a des arrondissements qui ont eu jusqu'à 12, des coordonnateurs d'arrondissement qui ont eu jusqu'à 12 assistants. Parce qu'il y a des arrondissements, tous les arrondissements ne s'équivalent pas dans notre pays. Il y a des arrondissements qui ont 25 postes de vote. Il y a des arrondissements qui ont même 20 postes de vote. Mais à côté, nous avons des arrondissements qui ont 350 postes de vote. La Sénat en tient compte
pour attribuer le nombre d'assistants qu'il faut pour chaque coordonnateur. Donc, c'est vous dire le monde d'assistants coordonnateurs qu'il faut former aussi à tout le processus. À part ce monde, nous avons maintenant les membres de poste de vote. Les membres de poste de vote, c'est un président, un premier assesseur et un second assesseur. Ça fait 3 personnes par poste de vote. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a au moins 20 postes de vote dans les arrondissements les plus petits. Quand on fait une translation, je n'ai pas exactement les chiffres, je pense que c'est autour de 5000 postes de vote qu'il faut couvrir. Alors, si vous devez couvrir 5000 postes de vote sur toute l'étendue du territoire national et que à chaque poste de vote, nous devons avoir un président, un premier assesseur, un deuxième assesseur, faites environ 5000 fois 3 individus à former également. À qui il faut montrer comment remplir les choses. À qui il faut... Quand on a pris ce grand nombre... Donc cela dédouane finalement les erreurs. Ça ne dédouane pas. Ça ne dédouane pas. Et la moindre erreur devrait être corrigée. On ne devrait pas... parce que ça, c'est de la médiocrité que de se mettre à dédouaner les erreurs. Tout ce que vous venez de dire, ces chiffres-là, c'est de la responsabilité de la Sénat, n'est-ce pas? Très bien. Alors vous, au niveau de votre parti politique, qu'est-ce que vous aviez fait pour accompagner cette initiative, en tout cas ce devoir régalien de la Sénat? Nous avons déployé des observateurs dans les 546 arrondissements de notre pays. C'est le minimum que notre parti a fait. Et nous avons fait l'effort d'avoir un représentant dans chaque poste de vote. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'après, ces choses-là se vérifient facilement. Nous avons reçu directement des postes de vote les résultats de l'élection, centralisés au niveau de notre administration, le dimanche nuit. Mais le lundi à 11h, l'administration de l'Union progressiste Le Renouveau était capable de dire au président et au présidium du parti, je rappelle que notre parti est présidé par un présidium de 3 personnes, le président Diogbenou, l'honorable Benonchi et la vice-présidente de la République du Bénin. C'est les 3 qui dirigent notre parti. Et donc, notre administration a été capable de mettre à la disposition du présidium les résultats de ce scrutin. Et à ce jour, ces résultats n'ont changé que sensiblement. Le lundi, la direction de l'administration du parti l'Union progressiste Le Renouveau avait déjà donné 53 députés pour l'Union progressiste Le Renouveau, 28 pour le parti Les Démocrates et 28 pour le Bloc républicain. Le lundi déjà. C'est vous dire que derrière, il y a un travail colossal qui a été fait de maillage du terrain, du territoire national, pour que les résultats puissent remonter immédiatement au niveau de notre direction de l'administration. Pendant ce temps, nos observateurs qui ont été formés ont prêté main forte aux membres de postes de vote qui faisaient leur travail. Et il y en a qui n'ont pas le bon niveau, il y en a qui comprennent les choses de travers et tout le reste. Nous avons pu accompagner comme on a pu. Évidemment, je vous fais observer que la Cour constitutionnelle n'a jamais dit que ces ratés étaient de nature à porter le discrédit sur la sincérité du vote. C'est un travail humain qui a parfois des ratés, mais des ratés qu'on ne saurait justifier. En aucun cas, on ne justifie ce qui est mauvais. Voilà. Oui, en aucun cas, on ne justifie ce qui est mauvais, mais dans votre développement, je suis tenté de comprendre que l'immensité de la tâche que la Sénat avait à abattre par rapport aux agents électoraux pouvait quand même faire naître quelques failles qui pourraient être tolérables et qu'on peut aussi corriger. Mais vous, en tant que membre du Parti non progressiste Le Renouveau, cette immensité de travail, de pouvoir positionner les agents au niveau de chaque arrondissement ne vous a pas coûté les yeux de la tête. Vous avez pu réussir facilement. Quel est le secret finalement? Il n'y a pas de secret, c'est juste l'organisation. Je vous ai dit, nous avons une administration permanente. Ce n'est pas des occasionnels qui viennent travailler à notre siège. Ce n'est pas des occasionnels. Nous avons une administration permanente. Des gens qui sont là pour s'occuper du travail du parti. Et donc,
c'est des gens qui ont le profil, c'est des gens qui ont la compétence et ils font leur travail admirablement. Ce que je vous décris vous paraît immense, mais je peux vous garantir que l'administration du parti l'Union progressiste Le Renouveau a géré ça de la façon la plus simple possible. Maintenant... Est-ce que cette simplicité est possible au niveau des autres partis qui ont participé au scrutin? De pouvoir contrôler, de pouvoir donner les chiffres avant même, en tout cas, de pouvoir réunir les chiffres avant même les résultats, que ce soit provisoire ou définitif? Normalement, oui. Normalement, oui. Parce que le code électoral fait obligation aux agents électoraux, c'est-à-dire les membres de postes de vote, lorsqu'ils ont fini la compilation des résultats, la fiche de compilation, c'est en plusieurs feuillets calqués. Donc, quand ils écrivent une fois, il y a 5 exemplaires. Mais le code électoral leur fait obligation de donner un feuillet aux représentants des partis politiques qui sont là. Ça veut dire que lorsque... Ce qui n'a pas été fait à tous les niveaux. Vous avez eu peut-être la chance d'en avoir. Non, ce n'est pas une question de chance. Lorsque le membre de poste de vote a fini son travail, il demande quels sont les partis qui sont représentés. Mais si c'est un seul parti qui est représenté, il lui remet la fiche. C'est ce que le code lui a dit. Donc il y a forcément des partis qui ne se sont pas fait représenter au niveau des postes de vote, mais il y en a plein. Il y en a plein. Et s'il vous plaît, ne me faites pas dire ce que tout le monde a entendu. Le président du parti, les démocrates, a dit devant la Cour qu'il n'a pas pu mettre les représentants devant et dans tous les postes de vote. Il l'a dit. Je ne sais pas si c'est une faute, je ne sais pas si c'est une erreur, mais il a avoué. Donc, il y a les partis qui n'avaient pas de représentants dans chaque poste de vote. Donc, il serait difficile pour ces partis-là, par exemple, de réussir l'exploit que l'Union progressiste a pu accomplir en trouvant déjà le nombre de députés et tout le reste avant même la proclamation des résultats. Normalement, non. Normalement, non. Vous-même, Aristide, je peux vous confier que vous êtes capable d'avoir les mêmes chiffres que la Sénat. Vous savez pourquoi? Lorsque les agents électoraux quittent les postes de vote, ils rapportent les résultats au niveau de chaque arrondissement. Ils rapportent les résultats au niveau de chaque arrondissement. Le coordonnateur d'arrondissement se charge maintenant de compiler les résultats de son arrondissement. Ça veut dire que si vous avez 20 postes de vote dans votre arrondissement, vous additionnez les voix parce que cette élection, c'est une élection, on décompte au niveau de chaque arrondissement. Donc, chaque coordonnateur d'arrondissement fait l'addition. Cette feuille récapitulative est également mise à disposition des partis politiques. Lorsque vous avez 350 postes de vote et que vous êtes coordonnateur d'arrondissement, vous attendez et vous faites l'addition des 350 postes de vote. Et la fiche que vous obtenez est disponible au niveau de l'arrondissement. Je vais vous faire remarquer qu'ici, également, on donne un feuillet aux partis politiques représentés et on affiche au niveau de l'arrondissement le résultat de l'arrondissement. Ça veut dire quoi? Vous, Aristide, vous pouvez rester chez vous. Vous trouvez simplement des individus ou des amis ou des frères dans chaque commune que vous appelez et vous leur envoyez le carburant. Ils vont circuler au niveau du siège de chaque arrondissement de la commune. Ils vont vous envoyer les résultats. Et donc, de chez vous, Aristide, individu, vous êtes également capable d'avoir les mêmes résultats que la Sénat. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas possibilité de tripatouillage à la Sénat. Et cela peut-il justifier le fait que l'autre président de parti dise qu'il n'a pas pu positionner les gens au niveau de chaque arrondissement? C'est pourquoi il n'a pas, peut-être selon vous dit, les résultats concrets, alors que dans le même temps, il est possible de rester dans sa chambre pour pouvoir obtenir les résultats? Oui, après c'est une question d'organisation de chacun. D'abord, c'est une question de compréhension du code électoral. Parce qu'il y a des gens qui disent beaucoup de choses, mais qui ne vont pas lire le code et qui ne comprennent pas ce que le code dit. Donc, il faut d'abord comprendre ce que le code électoral dit et ensuite s'organiser. Oui, parlant d'organisation, docteur Jacques-Richard Kodjo, sur le terrain, nous y sommes toujours. Il y a des militants, je vais m'intéresser peut-être aux militants du parti Union progressiste Le Renouveau,
qui viennent peut-être et qui ne retrouvent pas leur nom à tel poste, on les envoie à tel autre poste, à tel autre arrondissement. Ils se retrouvent à faire des navettes, mais finalement pour ne pas exprimer leur suffrage. Qu'est-ce que vous aviez pu faire en son temps? Je voudrais... Votre question m'oblige là à évoquer le taux de participation. Oui, nous, juste après ceci, nous serons au niveau du taux de participation. Parce que nous étions aux côtés... Vous avez le droit de l'aborder si Merci. vous voulez. Nous étions aux côtés de nos militants qui ont recherché vainement leur poste de vote. C'est une situation très déplorable. Et c'est une situation de malaise pour tous les partis politiques de notre pays. Et je pense qu'il faut qu'on corrige ça pour 2026. Il faut qu'on corrige. Alors, je voudrais dire que ce n'est pas une situation propre à l'Union progressiste, le renouveau. Tous les partis en ont été victimes. Mais cette situation, sans la justifier, a des causes lointaines qu'il faut qu'on explique aux compatriotes pour qu'on comprenne. Parlez-nous-en. Oui, d'où venons-nous? D'où venons-nous? Je voudrais vous faire remarquer que la liste électorale permanente informatisée a été mise en place dans notre pays, si mes souvenirs sont bons, en 2010-2011. Et la liste électorale permanente informatisée avait une durée de vie de 10 ans. Donc, en principe, 2020, on n'aurait même pas dû l'utiliser en 2021. Mais qu'est-ce qui s'est passé? 10 années durant, la liste électorale permanente informatisée n'a jamais été mise à jour. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque on a établi la liste électorale permanente informatisée, souvenez-vous, on avait enrôlé jusqu'aux enfants de 9 ans ou de 10 ans à l'époque. Mais je pense que c'est 10 ans ou 9 ans. On avait enrôlé jusqu'aux enfants de 10 ans à l'époque, parce que la liste ayant une durée de vie de 10 ans, on se dit les derniers enrôlés pourraient voter et auraient eu 18 ans pour voter avant que cette liste soit renouvelée. Le mécanisme de la liste électorale permanente informatisée est le suivant. Chaque année, lorsqu'on a établi la liste en 2010, par exemple, je ne me rappelle plus exactement l'année, lorsqu'on a établi la liste en 2010, on a enrôlé tout le monde jusqu'à 9 ans. Ça veut dire qu'on a enrôlé des gens qui avaient 17 ans sur la liste. Mais eux, ils ne vont pas voter. Eux, ils restent dans la base de données. Et ils étaient dans la base de données. Donc, lorsqu'on arrive à 2011, ceux qui avaient 17 ans en 2010 ont 18 ans. Donc, la base de données révèle que ceux-là doivent monter sur la liste électorale. Et de façon automatique, ils sont intégrés à la liste électorale. Et chaque année, nous avions des milliers de nos compatriotes qui intégraient la liste électorale. Mais derrière, qu'est-ce qu'on ne faisait pas? Nous n'arrivions pas à sortir les morts de cette liste-là. Parce que dès qu'il y a un décès parmi les adultes, il va falloir les enlever de la liste. Même parmi les enfants, s'il y a un décès, il faut qu'on les enlève de la liste. Pendant 10 ans, on n'a pas pu enlever les personnes décédées de cette liste-là. Ça veut dire quoi? Que nous avions, à un moment donné, en 2021 ou en 2020, puisque j'ai travaillé avec le COS-LEPI, le dernier COS-LEPI, dirigé par l'honorable Gilbert Bangana, j'ai travaillé avec ce COS, nous nous sommes rendus compte que cette liste électorale était remplie de personnes décédées. Alors vous allez me demander pourquoi on n'enlève pas les personnes décédées. Tout à fait. On n'enlève pas les personnes décédées simplement parce que quand les gens décèdent chez nous, nous n'allons pas les déclarer. Nous ne déclarons pas nos morts. En fait, il faut avoir un mécanisme qui oblige que nous allions déclarer nos morts afin que l'état civil puisse les enlever. Notre état civil était tel que on pouvait avoir les photos de morts et aller voter. Aujourd'hui, avec la LEI, qu'est-ce qui a changé à ce niveau-là? Est-ce que les gens ont commencé par déclarer? Alors,
nous avons le nouveau code qui nous demande d'état civil, qui nous fait obligation d'aller déclarer nos morts, et que si nous ne faisons pas, nous sommes passibles de sanctions pénales, pour que nous puissions dépouiller l'état civil au Bénin. C'est d'ailleurs la mission de l'Agence nationale d'identification des personnes, qui, je vous le rappelle, dépend de la présidence de la République, parce que l'état civil dans un pays est un élément très sensible. Si nous ne maîtrisons pas l'état civil, nous ne pouvons pas planifier le développement. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? L'ANIP, qui a pris le relais du COS-LEPI et qui doit mettre en œuvre la LEI, a hérité des fichiers, des données du COS-LEPI. Mais à la base, c'est à partir du RAVIP, n'est-ce pas, que cela a été fait, la LEI a été faite. Oui, ce n'est pas le RAVIP. Avant d'être suppléé par l'autre liste de la LEPI dont vous parlez. Oui, aujourd'hui, je vais vous dire, on est dans une situation à l'ANIP, on est dans une situation hybride. Il y a ceux qui ont été insérés sur la liste à base du RAVIP. Là, on n'a aucun souci. Et qu'est-ce qui vous dit qu'on n'a aucun souci? Puisque la liste à ce niveau, le RAVIP n'était pas fait pour des électeurs en son temps. Oui, mais les informations du RAVIP permettent de mettre les gens sur la liste électorale. On revient concrètement à la case départ, comme à la LEPI. Non, on ne revient pas à la LEPI. Parce que le RAVIP, il est plus récent et il a une liste plus fiable. Simplement parce que le matériel, ne serait-ce que le matériel utilisé par le RAVIP, est un matériel de dernière génération. Une liste beaucoup plus large, parce qu'au moins avec la LEPI, c'était filtré. Et on savait qu'on avait donné une marge de 10 ans à certaines personnes, à certains enfants, pour pouvoir atteindre l'âge de pouvoir voter. Ici, c'est toute catégorie confondue au niveau du RAVIP. Je vais vous expliquer. L'ANIP a hérité des données du COS-LEPI. Et qu'est-ce que l'ANIP a fait? L'ANIP a confronté la LEPI et la LEPI à sa base de données RAVIP. Ça signifie quoi? Que si Aristide était sur la LEPI et qu'après Aristide a fait le RAVIP, en confrontant les deux bases de données, on se rend compte que Aristide, c'est une et même personne. C'est de cela que l'ANIP a généré la liste électorale. À partir même des personnes décédées non déclarées aussi. Très bien, parce que la LEPI n'avait pas encore été toilettée. Oui, docteur Jacques-Richard Kodjo, nous avons encore une trentaine de minutes un peu plus devant nous pour pouvoir débattre de tout ce que nous avons devant nous là. Dites-nous, si les gens n'ont pas pu se retrouver au niveau des postes de vote, que ce soit vos militants ou les militants des autres partis politiques, la responsabilité incombe-t-elle uniquement à l'ANIP ou je ne sais pas? Est-ce que vous aussi, en tant que parti politique, vous n'avez pas une responsabilité de pouvoir orienter vos militants et sensibiliser déjà à l'avance pour peut-être à partir d'une campagne qui va les amener à aller vérifier, et bien les aider à les situer sur les lieux des postes de vote? Je suis en accord parfait avec vous. Chaque parti politique devait faire un travail de sensibilisation pour ses militants et pour ses électeurs. Sauf que ce désordre n'est imputable à l'ANIP qu'en infime partie. Je veux vous expliquer pourquoi. Aristide, lorsque vous avez fait le RAVIP, vous avez fait le RAVIP à un endroit donné, on vous a demandé là où vous allez voter et vous avez dit que c'est là que vous voulez voter. Or, il y a beaucoup de gens qui ont fait le RAVIP sur leur lieu de travail. Or, ils ne vivent pas là. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas donné des informations fiables. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas dit les choses telles qu'elles sont. Et n'oubliez pas, l'ANIP a demandé à tout le monde d'aller vérifier son poste de vote. Donc vous reconnaissez en tant que parti politique votre échec dans le fait de pouvoir mobiliser plus d'électeurs à se retrouver et à pouvoir contribuer naturellement au taux de participation à ces élections-là. Si vous appelez ça échec, d'accord, parce que, bon, nous gardons la tête froide et nous gardons le cœur chaud. Nous sommes très, très humbles,
Si vous appelez ça échec, d'accord, mais nous sommes dans une situation aujourd'hui où il faut du temps pour démêler les chevaux afin que les choses soient situées et que tout soit rétabli. Je pense que ça va se faire progressivement. Progressivement. Oui. Alors, nous allons nous intéresser cette fois-ci au score. Vous en sortez avec pas mal de députés. Vous, je parle du Parti Union progressiste, le Renouveau. Quelle est la lecture que vous faites de ce score-là, malgré que vous venez de reconnaître en partie votre échec dans la mobilisation, vous avez quand même pu vous en sortir. Votre appréciation sur le score? Donc finalement, ce n'est pas échec. On a réussi alors. Bon, merci. Merci. Si je vous prends à vos propres contradictions, c'est tant mieux. Alors, vous comprendrez que si je suis sur ce plateau, je ne suis pas venu par moi-même. J'ai été mandaté par le parti et on ne vient pas sur un plateau chez nous. En tout cas, à l'Union progressiste, le Renouveau, on ne se lève pas de chez soi pour aller sur un plateau et pour parler au nom du parti. Non. Il y a un groupe de membres du parti qui est formé et à qui cette tâche est confiée. Et je fais partie de ce groupe-là aujourd'hui. D'ailleurs, je remercie le Présidium qui me fait confiance et qui me permet de jouer ce rôle. Alors, je voudrais dire qu'à la dernière concertation avec les membres du Présidium et avec le président Joseph Diogbenou et Fifame, nous avons vu les membres du Présidium, nous avons vu notre président avoir la victoire modeste. Hein? Et nous avons la victoire modeste. Nous n'avons pas la victoire triomphante. Nous n'avons pas la victoire qui nargue les autres. Nous n'avons pas la victoire hautaine, non. Nous avons la victoire modeste. La victoire modeste parce que nous pensons que ces élections auraient pu mieux se dérouler. Et donc, quand nous prenons, par exemple, le nombre de députés que nous avons obtenus, je ne vous cache pas, on aurait aimé avoir un peu plus, sinon beaucoup plus. Et on a travaillé à avoir un peu plus, on a travaillé à avoir beaucoup plus, mais nous tirons les leçons, les messages que les électeurs nous ont envoyés, nous tirons leçon de la configuration actuelle, même si nous sommes la majorité aujourd'hui, nous savons que nous avons le devoir de composer avec les autres qui sont nos partenaires politiques. Ce ne sont pas nos adversaires, ce sont nos partenaires politiques. Pourquoi? Parce que nous travaillons tous pour le peuple béninois. Et nous et les autres, c'est pour le bien du peuple béninois que nous travaillons. Et donc, nous ne pouvons pas être en guerre entre nous. Si nous sommes en guerre, ça veut dire que nous ne travaillons plus pour le peuple béninois. Or, l'existence du parti politique, c'est le mieux-être de tout le peuple. Donc, nous avons la victoire modeste. Nous allons travailler avec les élus des autres partis pour voir comment relever les défis qui nous attendent dans ce pays. Les coups durs, les coups les plus durs sont pas venus du Parti Les Démocrates, dites-vous au départ de cette émission. Alors, si les coups durs ne sont pas venus de l'opposition, ils sont venus certainement des autres partis de la mouvance. Qu'est-ce que vous tentez de nous dire par là? Non, j'essaye juste de vous montrer que toute entreprise humaine est faite de hauts et de bas. Je ne trahis pas les secrets de délibération en disant qu'à la dernière concertation, j'ai vu des camarades fâchés, j'ai vu des camarades qui étaient vraiment fâchés parce que les coups qu'ils ont reçus sur le terrain ne venaient pas des démocrates. Quels sont ces coups-là? Donnez-nous en quelques exemples. Mais venaient des membres supposés de l'Union progressiste, le Renouveau. Donc c'est en notre propre sein qu'il y a eu quelques égarements. Donc il y a certains qui ont marqué le but contre leur propre camp. C'est ce que vous tentez de dire? Bien entendu. Bien entendu. Par quel moyen vous avez pu quand même les démasquer? C'est sans honte que nous déclarons ces choses. Nous avons des camarades qui, à la veille de l'élection, se sont affichés pour aller faire campagne contre nous pour un autre camp. Ça, c'est des choses qui sont connues. Et ça, moi, j'ai connu ça dans ma circonscription électorale. Et nous avons des camarades qui,
ont mis leurs moyens financiers à disposition contre le parti qui était le leur. Est-ce que cela pourrait justifier, par exemple, le score que vous aviez eu dans les 15e et 16e circonscriptions électorales qui constituent quand même une zone d'intellectuels, si on peut le dire ainsi. Nous sommes dans la métropole quand même. Comment est-ce que le Parti non progressiste, le Renouveau, peut perdre pied dans cette zone où le chef de l'État que vous soutenez est allé voter, le président de votre parti est allé voter, et qu'à ce niveau-là, je ne suis pas tenté d'appeler ça encore échec pour ne pas dire que je suis une oiseau de mauvaise augure. Dites-nous, qu'est-ce que vous retenez de cela? Alors, je ferai d'autres affirmations et je voudrais prendre avec des pincettes ce que vous appelez zone d'intellectuels dans la 16e et dans la 15e. Je ne sais pas si c'est toujours zone d'intellectuels. Parce que tous les intellectuels qui viennent travailler dans cette zone vont habiter ailleurs. Pour la plupart, ils n'habitent pas la zone. Pour la plupart, ils n'habitent pas la zone dont vous parlez. Ils retournent dormir en périphérie. Et c'est en périphérie qu'ils votent. Attention, je ne sais pas si c'est vraiment une zone d'intellectuels ou pas. Je n'en suis pas sûr. Mais comme je n'ai pas des statistiques pour vous contredire, j'essaye de moduler votre affirmation. Ce n'est plus vraiment une zone d'intellectuels. Mais il faut dire que depuis 1990, que nous avons commencé à faire des élections pluralistes dans notre pays, Cotonou a toujours été la zone de prédilection de l'opposition. C'est-à-dire que Cotonou a toujours voté contre. Et ça, c'est une constance. Ce n'est pas avec nous que ça a commencé. Ça a commencé depuis toujours. Et Cotonou vote toujours contre le gouvernement qui est en place. Retournez simplement en 2016, regardez les chiffres de 2016, vous vous rendrez compte que Cotonou a voté massivement contre le pouvoir en place. Retournez en 91, retournez et vous allez voir. C'est ça le problème de Cotonou. Maintenant, est-ce que vous appelez ça un échec? Bon, si vous voulez, parce que nous on est dans une attitude de leçons apprises. Et j'aurais aimé que vous alliez intervenir et interviewer notre président, le professeur Joseph Diogbenou, mais il est d'une humilité terrible. Il est dans la logique de tirer leçon, d'apprendre de tout ce qui se passe. Nous sommes aujourd'hui sur le chemin d'aller convaincre tous ceux qui ont voté contre nous. Nous sommes sur le chemin de ramener à la maison tous nos frères qui nous ont lâchés chemin faisant. Nous sommes sur le chemin. Le président a sorti l'expression « il n'y aura pas la chasse aux sorcières au sein de l'Union progressiste ». Mais l'Union progressiste qui s'est révélée comme être le grand réservoir des militants qui récupéraient à tout bout de champ ceux qui désertaient le forum au niveau des autres partis politiques. La transhumance politique, eh bien, la base même, c'était devenu l'Union progressiste, le renouveau. Vous aviez estimé en son temps que vos portes sont grandement ouvertes. Est-ce que ça n'a pas joué contre vous, finalement? Oui. En fait, le terrain politique est un terrain très glissant. Et il faut avouer avec beaucoup d'humilité, que en politique, ce qui s'affiche n'est pas toujours la réalité des faits. Alors, je vous donne un petit schéma et faites l'addition des adhérents à tous les partis politiques qui ont compéti. Union progressiste, le renouveau, Bloc républicain, Moël Bénin et UDBN, les démocrates et tout le reste. Je pense que vous devez avoir globalement près de 5 millions d'adhérents. Quand je fais une translation à partir de notre parti, l'Union progressiste, le renouveau, où nous avons, avant l'adhésion du PRD, avant que d'autres partis nous rejoignent, nous étions autour d'1 200 000 adhérents dans notre parti. 1 200 000 adhérents. Et donc, si on rajoute les adhérents au BR et tous les autres, je pense que globalement,
on devrait tourner autour de 5 millions d'adhérents dans les partis politiques dans notre pays. Mais combien de votants on a eu? On a eu autour de 2 millions de votants aux élections du 8 janvier passé. On a eu autour de 2 millions de votants. Qu'est-ce que ça veut dire? La leçon, et que nous tirons pour nous-mêmes et pour tous les autres partis politiques, c'est que les adhérents aux partis politiques ne sont même pas allés voter pour leur parti. Parce que si au moins les adhérents étaient sortis pour aller voter, ne serait-ce que pour leur parti, on aurait eu près de 5 millions de votants. Mais on n'en a eu que 2 millions. Est-ce que le parti Union Progressiste, le Renouveau, s'est posé la question de savoir, puisqu'il y a quelques instants, vous disiez que vous aviez compris le message que le peuple, en tout cas vos militants, ont tenté de vous envoyer. Et si vous avez compris, dites-nous ce que vous avez compris dans ce message et qu'est-ce que vous comptez faire désormais. Est-ce que vous aviez pensé à réfléchir là-dessus? Mais c'est ce que j'essayais de vous expliquer. Si les partis politiques au Bénin ont 5 millions d'adhérents et qu'à une élection, on n'a que 2 millions de votants, les 3 autres millions d'adhérents sont où? C'est des militants de partis politiques ou bien quoi? Pourquoi ils vont mettre leur nom sur la liste d'un parti politique et derrière, ils sont incapables d'aller voter? Ne serait-ce que pour ce parti, ou bien même contre ce parti. On aurait eu au moins 5 millions de votants. Et c'est vous-même qui avez lancé une campagne d'adhésion massive, non? Non, je ne fais pas une fixation sur l'Union Progressiste, le Renouveau, mais je fais une fixation sur tous les partis politiques. Mais la leçon à tirer, elle est là, claire. Non, la leçon à tirer d'abord par l'Union Progressiste, le Renouveau. Oui, et qui vaut pour tous les partis politiques, c'est que les adhérents que vous avez ne sont pas encore des militants. Et pourquoi? Ben simplement parce que nous n'avons pas encore la culture au militantisme politique. Simplement parce que plusieurs partis politiques, dont le nôtre, bien évidemment, n'ont pas encore installé le fonctionnement quotidien des structures de base. Vous aviez aimé quand même vous référer il y a quelques instants à 91 et tout le reste. Est-ce que c'est comme ça que ça se passait? Oui, en fait, jusque-là, nous sommes dans une situation où, au Bénin, on n'a pas vraiment de militantisme. Alors, de 90 à aujourd'hui, de 90 jusqu'en 2016, qu'est-ce qu'on avait? On avait des gens qui votaient pour le fils du terroir. C'est différent. Ou les gens qui votaient pour celui qui leur apportait du riz ou du maïs. C'est différent. Aujourd'hui, avec la réforme du système partisan, nous voulons avoir des partis indépendants de ces contingences-là. Nous voulons avoir des partis qui ont une idéologie, qui ont des militants qui adhèrent à l'idéologie, qui ont des militants qui travaillent pour l'amélioration de la vie des populations. Derrière, qu'est-ce qu'il nous faut? Et ça, c'est la leçon que nous avons tirée à l'Union Progressiste, le Renouveau, c'est d'installer très vite nos bases, nos cellules de base, pour faire l'animation de la vie politique dans nos cellules de base, dans chaque quartier de ville et dans chaque village de la République du Bénin. Nous devons avoir la cellule Union Progressiste qui a des réunions hebdomadaires et qui anime des activités de façon hebdomadaire. Ne serait-ce qu'une fois par semaine, on doit savoir dans le village qu'au siège du parti, l'Union Progressiste, le Renouveau, il y a quelque chose qui se fait. Ne serait-ce que l'explication des textes de loi, la compréhension de la vision du gouvernement. Voilà des choses que nous devons faire en langue nationale auprès de nos populations les plus reculées pour que nous puissions avoir une administration qui atteigne le dernier Béninois, là où il vit, là où il mange, là où il travaille. C'est ça la leçon. Est-ce que vous n'aviez pas l'impression d'être en train de passer à côté peut-être de ce qui préoccupe les Béninois? Cette installation de base du Parti Union Progressiste le Renouveau, qu'est-ce que cela va apporter au quotidien de ces communautés-là, en dehors des explications de tests de la vision du gouvernement et aussi les positionnements? N'avez-vous pas eu l'impression que les positionnements devraient passer par peut-être une élection primaire où on devrait quand même jauger l'adhésion massive des militants à telle personne que vous positionnez avant de pouvoir l'imposer à la tête dans vos listes? Ça n'a pas joué selon vous? Vous mélangez plusieurs questions. Non. Je vais y aller une par une.
l'installation des cellules de base d'un parti politique consiste à animer la vie politique à la base. C'est l'animation de la vie politique à la base. Et quand vous me dites que expliquer la vision, ça n'apporte rien, je pense qu'on est complètement à côté de la plaque. Parce que je vous ai posé la question de savoir qu'est-ce que cela apporte, tout simplement. Et je n'ai pas dit que ça n'apporte rien. Ce que cela apporte, oui, c'est la compréhension de ce qui est en train... Apporter en dehors de la compréhension des tests et autres, là, qu'est-ce que cela apporte au quotidien de vos communautés? Il n'y a pas question de mélange, là. Oui, je veux vous rappeler, Aristide, que la compréhension, c'est tout. Lorsque vous comprenez, vous changez d'état d'esprit. Lorsque vous comprenez, vous avancez. Lorsque vous comprenez, vous vous projetez. Lorsque vous comprenez, vous êtes fermé, vous n'êtes plus ouvert à l'intoxication. Lorsque vous comprenez, c'est que quelqu'un ne vient pas vous manipuler. La compréhension, là, c'est tout. Le fils du terroir dont vous parliez, oui, qui distribuait des riz, il ne se limitait pas qu'à ça. Il construisait peut-être des écoles, il construisait des choses. Vous, aujourd'hui, au niveau de votre parti politique, est-ce que vous avez la vision de faire ça là au niveau des bases ou bien vous allez toujours vous limiter à l'explication? Aristide, depuis 2016, il y a beaucoup de nos Béninois, je comprends, ce n'est pas vous, vous portez la voix de ceux qui n'ont pas encore compris. Je veux vous dire, le président Patrice Talon a dit qu'il y a des choses sur lesquelles on ne doit plus aller faire campagne. Lesquelles? Il dit, on ne peut plus aller dans une région et dire, si vous m'élisez, je vais vous apporter l'eau. Il dit, on ne peut plus aller dans une région pour dire, si vous m'élisez, la route va venir chez vous. Et pourtant, vous l'aviez fait. Il dit, on ne peut plus aller dans une campagne et dire que si vous m'élisez, on va vous apporter l'électricité. Il dit ces choses-là. Ces choses-là. C'est du devoir de l'État. Et c'est un droit pour nos populations de l'avoir. On ne peut plus les utiliser comme objet de campagne. Et nous ne l'avons pas fait. Parce que nous avons enlevé ces choses-là de nos langages de communication. Et je suis bien placé pour vous dire les éléments de langage que nous utilisons sur le terrain. Parce que nous avons été formés au sein du parti pour utiliser des éléments de langage. Le président Patrice Talon dit non, on ne peut pas aller promettre l'eau aux populations pour avoir leur scrutin. C'est pas normal. Donc finalement, vous comptez... C'est pas normal. Vous comptez, hein, docteur Jacques-Richard Kodjo, vous comptez sur une explication des tests, des visions ou sur le militantisme pour changer la donne lors des prochaines élections? Complètement. Complètement. Nous avons besoin de former des militants qui comprennent l'option parce que c'est trop d'intoxication, c'est trop de bavardage autour, c'est trop de gens qui, ne se voyant pas et voyant leurs intérêts d'hier menacés, qui racontent n'importe quoi et qui ne comprennent pas là où nous allons. Ce que je vous dis là, par exemple, quand vous arrivez dans mon village, dites à mes parents que c'est leur droit que la route arrive chez eux. C'est leur droit d'avoir l'eau potable. C'est leur droit d'avoir l'électricité. La seule chose qu'ils ont à faire, c'est de faire en sorte que le gouvernement qui est là ait les moyens de le leur apporter. Et donc, ce n'est pas de la charité. Ce n'est pas parce que le président Talon aime tel village qui va apporter l'eau là-bas. Non, le président Talon dit c'est mon devoir. Si le peuple m'a élu, je dois lui apporter l'eau potable. Je dois lui apporter les routes. Nous ne faisons plus campagne sur ces thèmes-là. Oui, nous évoluons. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous vous reprochez au niveau des positionnements sur les listes ou bien tout va bien aussi de ce niveau? Oui, mais tout ne va jamais bien. Tout ne va jamais bien. Je mentirais si je vous disais qu'on est tous contents des positionnements sur les listes. On n'est pas tous contents. On n'est pas tous contents. Et il y a des grincements dedans. Il y a des gens qui l'ont exprimé. Et ce que je vous ai décrit tout à l'heure, des membres du parti qui se sont rébellés contre le parti, c'est en partie à cause des positionnements. Mais derrière Aristide, s'il vous plaît, nous sommes en train de construire un parti politique national. S'il vous plaît, Aristide, vous êtes d'Adjara. Vous pensez que vous êtes populaire à Adjara.
Et vous pensez que si vous n'êtes pas sur la liste à Adjara, c'est que vous vous retournez contre votre parti. Est-ce que c'est normal, Aristide? C'est simplement de l'égoïsme. C'est simplement de manque d'humilité. Quand on est dans un groupe, il y a des choses qu'on confie aux structures du groupe. Si vous adhérez à un parti, les tests du parti disent que c'est le comité national qui finalise la liste. Vous n'êtes pas membre du comité. Vous aviez dit tantôt que votre parti est très attaché à certains principes, à certaines valeurs et est très organisé. Très bien. Dans cette organisation-là, est-ce que vous ne pensez pas qu'il pourrait avoir un calcul, une appréciation du niveau, de la qualité, de la popularité et tout le reste du sujet avant de le positionner? Oui, mais c'est ce que vous aviez fait? Le parti a exposé les critères à base desquels les candidats ont été retenus. On a fait un appel à candidature. Moi qui vous parle, j'ai été candidat à la candidature. Mais ma candidature n'a pas été retenue par le parti. Le parti a préféré une autre personne. Sur quelle base est-ce que ça a été filtré? Parce que le parti a disposé clairement les critères sur lesquels des gens vont être retenus. Mais le candidat à la candidature, c'est parce qu'il sait qu'il avait ces critères qu'il a postulé, n'est-ce pas? Oui, mais derrière, lorsqu'il faut un groupe pour en juger, et que le groupe en a jugé, comment vous pouvez penser que vous êtes plus intelligent que le groupe? Mais c'est là que se pose la question. Mais à l'étape où nous sommes, derrière... qu'est-ce que vous faites concrètement pour éviter ces genre de choses? Parce que cela a participé à la leçon que vous venez de confirmer avoir reçue. Oui, on va limiter, parce que même dans les plus grandes démocraties, aux États-Unis et ailleurs, le positionnement sur le parti crée des frustrés, crée des gens qui sont révoltés. Rappelez-vous, lorsque l'ancien président a été désigné à la candidature, des gens ont quitté son parti. Ça, on ne peut pas le refuser, mais on va minimiser les choses. Mais je voudrais dire que c'est proprement choquant que moi, en tant qu'individu, je puisse penser que je suis plus intelligent que les 3 structures du parti qui ont décidé du positionnement sur les listes. Franchement, ne serait-ce que pour la discipline, les camarades auraient pu faire amende honorable. Oui, docteur Richard Jacques Kodjo, est-ce que vous n'avez pas crainte que d'ici 3 ans, à l'allure où les choses vont, le parti puisse risquer, par exemple, de perdre beaucoup de plumes lors des prochaines élections? Ah, je ne sais pas quel indicateur vous avez. Je ne sais vraiment pas quel indicateur vous avez. Puisqu'il y a des problèmes qui sont là et qui sont latents, n'est-ce pas? Oui, comme à toute organisation politique. Je ne veux pas dire ici, Et pour le cas de 8 janvier 2023, vous aviez été surpris, comme tout le monde d'ailleurs, par un message que le peuple a tenté de vous envoyer. Vous l'avez dit vous-même. Est-ce que ce message, si le peuple sent que vous ne vous retrouvez pas toujours sur la ligne qu'il voudrait que vous vous retrouviez, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il pourrait frapper plus fort lors des prochaines élections? Ah, et je voudrais noter que le message que le peuple a envoyé, je ne l'ai pas délivré. Et donc, vous partez de la base de votre message à vous. Je veux vous dire que aujourd'hui, si un Béninois veut adhérer à un parti politique, c'est naturellement à l'Union progressiste qu'il faut qu'il vienne. Parce qu'aujourd'hui... Vous continuez pas à appeler à une adhésion massive? Oui, oui. L'objectif pour nous, c'est de réunir au sein de l'Union progressiste tous les Béninois. Pour ne pas concorder après les idées. Pour que le travail de développement de ce pays se fasse en harmonie. Parce que les disharmonies nous retardent. Mais le message que le peuple nous a envoyé, s'il vous plaît, alors, à moins que nous lisions les choses de façon différente, hein, le message que le peuple nous a envoyé, c'est une adhésion massive aux réformes conduites par le président Patrice Talon. Comment? Parce que le peuple, sur 109 députés, en a accordé une centaine aux 2 partis soutenant le chef de l'État. Mais c'est ça le message. Moi, je ne sais pas comment vous lisez la chose. L'Union progressiste, le renouveau, a 53 députés
Le bloc républicain a 28 députés. C'est 53 plus 28 pour le chef de l'État, le président Patrice Talon. Alors, pour un parti qui est sorti, disons-le comme ça, de nulle part, un parti comme le parti Les Démocrates, qui vient concurrencer un très grand ensemble qui a de l'expérience, aujourd'hui, il a plus de la moitié du nombre de députés que vous avez, ça ne vous inquiète pas? Alors, c'est sur vos éléments de base qu'on ne s'entend pas. Pour nous, les démocrates ne sont pas sortis de nulle part. S'il vous plaît. C'est juste un exemple, c'est une façon de parler. C'est pour vous dire, par exemple, qu'ils n'ont pas participé aux autres élections comme vous. Ils n'ont pas pris part le processus de très grand ensemble de partis de fusion de ceci, de fusion de cela, comme vous. Attendez. Les démocrates, le parti politique Les Démocrates est un regroupement de plusieurs partis politiques. Attention, comme l'Union progressiste, c'est un regroupement de plusieurs partis politiques. De l'autre côté, oui, c'était une formalisation en bonne et due forme au niveau des grands ensembles du pouvoir, une adhésion formelle, mais les autres, c'est parce que peut-être ils se sont sentis frustrés, ils n'ont pas fait une fusion aussi formelle que la vôtre à partir des principes de la charte des partis politiques. Oui, que la fusion soit formelle ou pas, aucun parti aujourd'hui n'est vraiment un truc isolé. Alors, à la limite, peut-être même l'UDBN. L'UDBN qui existait avant n'est pas l'UDBN d'aujourd'hui. Il y a d'autres forces politiques qui ont adhéré à l'UDBN pour que l'UDBN d'aujourd'hui soit ce qu'elle est. Donc, les démocrates, ce n'est pas du tout des gens sortis de nulle part. C'est des gens usés à la politique. Vous avez vu... Alors, pour une toute première participation, vu l'expérience que vous aviez déjà, Union progressive, le renouveau, les démocrates, est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a un message qui se cache derrière leur score vis-à-vis de votre score, plus de la moitié du nombre de députés? Je voudrais faire remarquer simplement que les membres du parti Les Démocrates n'ont pas participé pour la première fois aux élections en 2023. C'est des gens qui allaient aux élections depuis. Vous savez combien d'élections le président Rouleté a fait dans sa vie? Vous savez combien d'élections le président Achadé a fait dans sa vie? Vous savez combien d'élections le président le président Yahi Boni a fait dans sa vie? Docteur Jacques Richard Kodjo, nous savons tous que nous prenons les mêmes et nous recommençons. Ça, nous le savons. Alors, mais le nouveau concept qui a été initié à partir de ce concept, qui est la charte des partis politiques et tout le dispositif en tout, qui l'entoure, eh bien, nous sommes en droit de dire que c'est une première participation. C'est des expérimentés, s'il vous plaît. C'est des expérimentés, les démocrates. Alors, est-ce que vous ne pouvez pas... S'il vous plaît, attendez. Oui. C'est des gens qui ont dirigé ce pays pendant des années et des années. C'est des gens qui connaissent les derniers recoins de ce pays. C'est des gens qui ont l'expérience des militants. C'est des gens... Vous n'étiez pas choqué quand on vous disait qu'au parti Les Démocrates, des gens devaient près du milliard au fisc? Ils sortent cet argent d'où? Vous pensez que c'est de l'opposition qui sortent cet argent-là? Alors, vous n'avez pas été choqué par les citoyens? Vous et moi, on n'a pas la possibilité de confirmer qu'ils devaient véritablement des milliards, s'il vous plaît. Ah non, on n'a pas dit des milliards. Mais on connaît des gens précis qui devaient des montants précis, des montants pharaoniques, qui sortaient de l'entendement. Et on se disait, mais attends, le monsieur, il est dans l'opposition depuis, et il a encore eu des activités. Alors, finalement, nous avons 3 minutes devant nous. Finalement, la leçon que vous retenez, c'est que vous n'êtes pas inquiété d'une manière ou d'une autre. Les quelques ratés qui, pour vous, n'est pas préoccupant pour l'heure, ça ne veut vraiment pas dire grand-chose, mais vous vous intéressez à installer juste une base de militants et former les gens sur le militantisme. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. En résumé, qu'est-ce qu'on peut retenir? Alors, quand je suis assis ici, je ne parle pas en mon nom propre, mais je parle au nom du parti. Oui, en résumé, qu'est-ce qu'on peut retenir? Le parti tire les leçons de ce scrutin. Oui, lesquelles, et l'une des leçons de ce scrutin, l'une des leçons positives de ce scrutin, c'est que le peuple béninois a donné carte blanche au président Patrice Talon pour qu'il poursuive ses réformes. C'est une leçon. À partir même du faible taux de participation. Aujourd'hui, le président Patrice Talon a une majorité écrasante à l'Assemblée. Oui. Ensuite, l'autre leçon, c'est que le président Patrice Talon est fin démocrate
Et la Cour constitutionnelle, jouant son rôle de régulation de l'État, nous a permis d'avoir plusieurs voix à l'Assemblée nationale, où la démocratie s'exprime d'une autre façon. Je ne dis pas que la démocratie ne s'exprimait pas. Nous avons tiré leçon du fait que nous avons des camarades qui, normalement, s'ils avaient simplement voté, nous aurions eu un score plus intéressant. Et donc, il faut qu'on aille rassembler ces camarades. Et enfin, le taux de participation n'est qu'un taux factice. C'est ça la leçon que nous avons tirée. En fait, le taux de participation est un taux factice. Il est factice, il est d'autant plus factice que le taux de participation se calcule à partir de la liste électorale. Or, cette liste électorale, aujourd'hui, n'a pas encore été complètement dépouillée de ses scories. Donc, lorsque nous allons dépouiller notre liste de tous ces scories, nous verrons les vrais taux de participation. Rappelez-vous qu'en 90, qu'est-ce qu'on faisait? Avant l'élection, on demande à ceux qui veulent aller voter de venir s'inscrire. Et ils allaient s'inscrire et après, on leur disait d'aller voter. Le taux de participation se calculait plus facilement. Là, il n'y avait pas de risque de mort. Les morts qu'il y avait, c'était résiduel. C'est des gens qui se sont inscrits et qui sont décédés avant l'élection. C'est résiduel. Mais ici, nous avons accumulé des morts sur notre liste pendant 10 ans. Nous ne les avons pas enlevés. Et nous considérons cette liste étant comme la référence pour calculer notre taux de participation. Le taux de participation est un taux factice aujourd'hui. Si Dieu le veut, et si le président Talon continue les réformes comme le peuple lui en a donné mandat, nous verrons qu'en 2026, nous aurons une liste plus claire et nous calculerons mieux le taux de participation. Et voilà qui met un thème à cette émission. Pour le compte de ce dimanche, nous recevions pour vous Jacques Richard Kodjo. Il est docteur en droit public. Il est aussi membre du parti Union progressiste Le Renouveau. Et c'était très passionnant. J'aurais aimé lui demander son avis sur la gestion des contentieux par la Cour constitutionnelle. Mais nous sommes pris par le temps. Votre mot de la fin? Mon mot de la fin est un mot de remerciement. De remerciement à l'endroit de Dieu Tout-Puissant qui nous a créés et qui fait que nous vivons. Et merci à Dieu de nous donner la vie et de nous permettre de voir les choses. Mot de remerciement à l'endroit du président Patrice Talon. Le président Patrice Talon qui nous fait voir des choses qu'on n'aurait jamais vues au Bénin sans lui. Franchement, nous remercions Dieu de nous avoir donné le président Patrice Talon. C'est un guide éclairé, c'est un leader qui nous fait voir des choses nouvelles. À moins qu'on ne veuille pas voir. Je voudrais également exprimer toute la reconnaissance de notre parti à tout le peuple béninois. Tout le peuple béninois qui s'est déplacé ou non pendant ces élections, tout le peuple béninois, content ou non, mais nous voulions dire à tout le peuple béninois que l'Union progressiste, le renouveau, fera en sorte que les conditions de vie de nos populations les plus reculées s'améliorent tous les jours et que notre environnement soit un environnement de plus en plus sain. C'est notre engagement à l'Union progressiste. C'est pour ça que nous disons Tchoko Tchoko, maintenons le cap. Madame, Monsieur, amis téléspectateurs, amis auditeurs et chers internautes, je me réserve justement de commenter outre mesure la part de vérité de Richard Jacques Kodjo pour le compte de ce dimanche. Vous l'avez suivi, à vous d'en tirer les conclusions à votre niveau. C'est la fin de cette émission. Orience Romao et Kodjo Aou, de l'autre côté, Kossi Aou, pour être plus précis, de l'autre côté. Il y a Christian Simon, il y a Koudous Bissiriou qui sont de l'autre côté de la régie. L'équipe au niveau de la diffusion aussi vous remercie de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous dimanche prochain.